La pluie battait violemment contre les immenses baies vitrées du palais de l'élite, le restaurant le plus exclusif de Paris. Mais à l'intérieur, l'orage semblait à des milliers de kilomètres de là. Ici, l'air embaumait la truffe noire, le vieux cognac et l'argent de famille, créant une atmosphère de luxe feutré où chaque murmure semblait peser son poids en or. L'éclairage était tamisé et doré, savamment étudié pour faire scintiller les diamants et disparaître les rides des clients les plus fortunés de la capitale. Liliane ajusta son tablier blanc immaculé dans la station de service, prenant une profonde inspiration pour calmer son cœur qui battait un peu trop vite. Ses pieds la faisaient souffrir le martyre, car c'était son 3e double service de la semaine, et les chaussures à talons exigées par le code vestimentaire strict de l'établissement étaient une véritable torture. Elle vérifia son reflet dans le cuivre poli de la machine à expresso, s'assurant qu'aucune mèche de cheveux ne dépassait de son chignon serré. Son uniforme était impeccable, son sourire pratiqué jusqu'à la perfection, dissimulant la fatigue qui pesait sur ses épaules. « La table 4 est pour toi, Liliane », siffla le gérant, Claude, en passant près d'elle avec une nervosité palpable. Claude était un homme anxieux, qui transpirait abondamment dès qu'une addition dépassait les 5 000 €, craignant toujours le moindre faux pas. « Et sois prudente, c'est Marc Sinclair », ajouta-t-il avec un regard fuyant. L'estomac de Liliane se noua instantanément, car tout le monde dans le milieu de la restauration connaissait Marc Sinclair. C'était un magnate des fonds spéculatifs, âgé d'à peine 30 ans, qui avait bâti sa fortune colossale en pariant contre des entreprises technologiques en difficulté. Un prédateur de la finance sans aucune pitié. Il était beau d'une manière tranchante et froide, mais sa réputation était détestable. Connu pour faire pleurer les serveurs par pur plaisir sportif. « Super », murmura Liliane pour elle-même en se dirigeant vers la salle, balançant un plateau d'argent chargé d'eau et de menus. La table 4 était la meilleure place de la maison, nichée dans une alcôve privée, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante sous la pluie. Marc Sinclair était déjà installé, faisant défiler agressivement des informations sur son téléphone, l'air profondément agacé par le monde qui l'entourait. En face de lui était assise une jeune femme qui semblait incroyablement mal à l'aise, vêtue d'une robe de créateur coûteuse, mais qui ne semblait pas adaptée à la fraîcheur de cet automne parisien. « Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame », dit Liliane d'une voix calme et posée. « Bienvenue au palais de l'élite. Je m'appelle Liliane, et je m'occuperai de vous ce soir. » Marc ne leva pas les yeux, continuant de taper sur son écran dont la lumière bleutée accentuait ses traits sévères. La femme en face de lui adressa à Liliane un demi-sourire désolé, murmurant un merci presque inaudible. Liliane commença à verser l'eau quand Marc aboya soudainement, sans même la regarder. « Je ne bois pas d'eau du robinet. Est-ce que j'ai l'air d'un paysan pour vous ?»« Mes excuses, monsieur », répondit Liliane en s'interrompant immédiatement. « Je vous apporte une bouteille d'eau minérale de prestige tout de suite. Et assurez-vous qu'elle soit glacée, » claqua-t-il. « La dernière fois que je suis venu, l'eau était tiède. Si cela se reproduit, j'achète cet endroit juste pour vous licencier. » Il rit, mais ce n'était pas une blague, et il regarda sa compagne en attendant qu'elle rie aussi. Mais elle se contenta de fixer sa serviette. « Bien sûr, monsieur Sinclair », répondit Liliane en maintenant son masque professionnel malgré l'insulte. Elle retourna rapidement au bar, les mains tremblant légèrement non pas de peur, mais d'une colère froide qu'elle devait contenir à tout prix. Elle avait grandi parmi des hommes comme Marc, des hommes pensant que leur valeur nette remplaçait leur personnalité. Mais elle avait besoin de ce travail pour prouver quelque chose d'important. Et elle ne laisserait pas un enfant gâté en costume sur mesure gâcher sa soirée. Lorsqu'elle revint avec l'eau minérale et la carte des vins, Marc lui arracha le livre de cuir des mains sans un mot de remerciement. « Nous fêtons un événement », annonça-t-il à la cantonade, bien que ce soit principalement pour s'écouter parler. « Je signe le contrat Héroux demain matin, la plus grosse fusion de l'histoire aéronautique française. » Le vieux Guillaume Héroux finit enfin par céder son empire. Liliane se figea une fraction de seconde en versant l'eau, connaissant parfaitement ce dossier dont tout le monde financier parlait. Mais elle garda un visage neutre. « C'est une excellente nouvelle, monsieur, » dit-elle poliment.
Ce n'est pas une nouvelle, c'est historique, la corrigea Marc avec dédain. Pas que vous puissiez comprendre. Quel est le problème le plus complexe que vous gérez? Se souvenir de qui a commandé la sauce à part. Sa compagne, Chloé, toucha la main de Marc pour le calmer. Mais il se dégagea brusquement, expliquant qu'elle n'était qu'une servante payée pour être invisible et qu'il ne fallait pas humaniser le personnel au risque de les troubler. « Apportez-moi un Château Margaux 1982 et utilisez la carafe, ordonna-t-il. Si je vois le moindre grain de sédiment dans mon verre, je le renvoie et c'est vous qui paierez la bouteille. La bouteille coûtait 4 000 €. Tout de suite, monsieur, répondit Liliane, la mâchoire si serrée que ses dents lui faisaient mal. En s'éloignant, elle l'entendit dire à Chloé qu'il fallait être ferme avec ces gens-là. Sinon, ils devenaient paresseux, affirmant qu'ils n'étaient que des moins que rien cherchant l'aumône. Liliane s'arrêta au comptoir de service, agrippant le rebord en bois, pensant au mot « moins que rien ». Si seulement il savait la vérité derrière ce tablier. Le service du dîner s'étira comme une lente torture, Marc trouvant sans cesse de nouvelles manières de l'humilier. Quand les entrées arrivèrent, du foie gras poêlé et des escargots de Bourgogne, il se plaignit que la fourchette présentait une trace imaginaire. Liliane la remplaça instantanément, bien qu'elle fût parfaitement polie. Au moment du plat principal, un filet de bœuf wagyu saignant, Marc coupa une bouchée, mâcha une fois et la recracha violemment dans sa serviette avec un bruit de dégoût théâtral. « C'est immonde !» hurla-t-il, faisant se retourner toutes les têtes dans le restaurant. Liliane accourut immédiatement pour s'enquérir du problème. « J'ai demandé saignant, ceci est à point !» se moqua-t-il en imitant sa voix d'une manière aiguë. « Regardez ce rose, c'est pratiquement gris. Est-ce que le chef est mort pendant la cuisson ?» Liliane observa la viande qui était pourtant une perfection de cuisson rosée et juteuse. « Monsieur, je peux vous assurer que le chef Antoine a personnellement veillé à la préparation. » commença-t-elle. Mais il coupa court en frappant la table du poing, faisant sauter les couverts d'argent. « Emportez ça, apportez-en un autre, et dites au chef que s'il rate encore une pièce de bœuf, je ferai révoquer sa licence. » Chloé murmura qu'il semblait parfait. Mais Marc la fit taire brutalement en lui disant de s'occuper de sa salade. Liliane emporta l'assiette en cuisine, où le chef Antoine, un homme volcanique doté d'une moustache imposante, explosa de rage en voyant le plat revenir. « C'est une insulte à l'art culinaire !» hurla-t-il en agitant son couteau de cuisine. « Cuisinez-en un autre, chef, je vous en supplie, » plaida Liliane. « Il cherche seulement le conflit. » Antoine grommela des jurons en français, mais jeta une autre pièce de viande d'exception sur le grill. 20 minutes plus tard, Liliane revint avec le second plat, le déposant avec une infinie douceur. « Le chef l'a préparé personnellement pour vous, monsieur. » Marc ne prit même pas la peine de goûter. Il regarda Liliane, puis le bœuf, puis Liliane à nouveau. Il prit son verre de vin à 4 000 €, faisant tournoyer le liquide rubis foncé. « Vous savez, je pense que le problème n'est pas le chef, mais l'atmosphère, » dit-il avec un éclat cruel dans les yeux. « Vous planez autour de nous comme un corbeau, ça gâche mon appétit. »« Je peux m'éloigner, monsieur, » proposa-t-elle. « Non, je pense que vous portez la poisse, » sourit-il méchamment. « Je parie que vous venez d'un de ces quartiers où l'on mange dans des assiettes en carton, n'est-ce pas? Vous avez cette odeur de pauvreté sur vous. » Chloé eut un hoquet d'effroi devant tant de méchanceté gratuite. « Marc, ça suffit, dit-elle. « C'est une simple observation, ma chère, » répondit-il en haussant les épaules. « Dites-moi, Liliane, si c'est votre vrai nom, combien gagnez-vous par an? 30 000? 40 000 euros? Je gagne cela pendant que je dors. Ce doit être dur de savoir que vous êtes si insignifiante. » Liliane se tint droite, la tête haute, ayant été élevée pour respecter tout le monde, de l'agent d'entretien au grand patron, mais aussi pour ne jamais se laisser piétiner. « Mes finances sont personnelles, monsieur, mais je vous assure que je suis très heureuse de ma vie. »« Heureuse ?» Marc éclata d'un rire méprisant. « Vous servez de la nourriture à des gens riches. Vous n'êtes qu'un pigeon voyageur glorifié. Vous êtes heureuse parce que vous ne connaissez rien d'autre. L'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas ?» Il fit alors un geste qui glaça le sang de Liliane. Il prit son verre de Château Margaux et le renversa délibérément sur la nappe blanche immaculée. Le vin rouge se répandit comme une tache de sang, dégoulinant sur le sol et éclaboussant les chaussures de travail de Liliane. « Oups, ma main a glissé, » dit-il d'un ton monocorde. « Nettoyez ça et faites vite.
Je ne veux pas sentir l'odeur du vin pendant que je mange. Chloé voulut aider avec sa serviette, mais Marc l'en empêcha, disant que c'était le travail de la serveuse de ramper. Liliane fixe la flaque de vin, sentant les regards de tout le restaurant peser sur elle comme un poids physique insupportable. L'humiliation était brûlante. Elle avait envie de lui jeter la carafe d'eau au visage. Mais elle prit une grande inspiration, s'agenouilla et commença à frotter le tapis pendant que Marc continuait de manger son bœuf au-dessus d'elle. Elle l'entendit alors passer un appel téléphonique. « Oui, Héroux, je suis au palais de l'élite, » dit-il bruyamment. « Je fais de ça en avance. Écoute, pour la signature de demain, je vais exiger que tu baisses la valorisation de 10% supplémentaire. Pourquoi? Parce que je le peux et parce que tu es vieux et fatigué. » Liliane s'arrêta de frotter, ses mains se figeant sur le chiffon imbibé de vin. Héroux, il parlait à son père. Marc riait au téléphone, se moquant des histoires d'héritage et de patrimoine du vieil homme, le menaçant d'écraser son action en bourse s'il ne signait pas à 9 heures précises le lendemain. Il raccrocha et regarda Liliane toujours à genoux, lui indiquant une goutte imaginaire près de sa chaussure. Liliane leva les yeux vers lui, la tristesse ayant disparu pour laisser place à quelque chose de bien plus dur, de bien plus dangereux. « Vous ne devriez vraiment pas parler ainsi à Monsieur Héroux, » dit-elle d'une voix basse et assurée. Marc haussa un sourcil dédaigneux. « Excusez-moi, est-ce que vous m'espionnez, petite servante? Qu'est-ce qu'une serveuse pourrait bien savoir des acquisitions de haut niveau? Je sais que l'arrogance précède souvent la chute, » répondit-elle en se relevant, tenant les chiffons sales sans rompre le contact visuel. Le visage de Marc devint cramoisi de rage. « Gérant !» hurla-t-il. Claude arrive en courant, l'air au bord de la crise cardiaque. « Oui, monsieur Sinclair. Est-ce que le bœuf ne va pas? » « Le bœuf est parfait. C'est cette fille le problème. Elle est insolente. Elle a renversé du vin sur moi et a osé me donner des conseils financiers. Je veux qu'elle soit licenciée sur le champ. Sortez-la de ma vue. » Claude regarda Liliane avec panique, sachant qu'elle était une excellente employée. Mais Marc Sinclair était leur plus gros client. « Liliane ?» balbutia Claude. « Peut-être devrais-tu prendre ta pause à l'arrière. » « Non. » Marc frappa encore la table. « J'ai dit licenciée. Si elle est encore dans ce bâtiment dans 5 minutes, j'achète l'immeuble et j'en fais un parking. Vous m'entendez ?» Liliane regarda Claude et vit la peur dans ses yeux, ne voulant pas qu'il perde son gagne-pain à cause d'elle. « C'est bon, Claude, » dit-elle calmement en enlevant son tablier pour le plier soigneusement. « Je ne ferai pas d'esclandre. » Elle se tourna vers Marc, lui disant qu'il avait raison, qu'elle n'était rien pour lui. Mais que ce soir, il apprendrait que même les moins que rien ont des relations. « Sortez !» ricana Marc. « Allez pointer au chômage. » Liliane s'éloigna la tête haute, mais elle ne quitta pas le bâtiment. Elle se rendit au bureau d'accueil, sortit son téléphone portable et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, papa ?» dit-elle quand la ligne fut établie. « Est-ce que tu es dans le coin? »« Oui, je pense qu'il est temps que tu viennes dîner. Et apporte le contrat, nous devons faire quelques modifications de dernière minute. » Avec le départ de Liliane, l'atmosphère à la table 4 changea radicalement. Mais pas comme Marc l'avait espéré. Au lieu d'un service invisible et efficace, un silence pesant et suffocant s'installa. Marc, inconscient de la tension, s'adossa contre le cuir de la banquette, l'air satisfait, remplissant son verre avec un sourire de prédateur. « Enfin, l'air est plus pur », soupira-t-il à Chloé, expliquant que c'était ainsi qu'on gérait le monde, en identifiant les maillons faibles et en les coupant. Une simple question de biologie et de survie du plus fort. Chloé fixait son assiette, son appétit totalement disparu. L'image de Liliane s'agenouillant sur le sol pour frotter le vin restant gravé dans son esprit. Elle regarda Marc et pour la première fois, elle ne vit pas le génie milliardaire vanté par les magazines, mais un tyran, un homme petit et insécure, doté d'un très gros compte en banque. « Elle pleurait, Marc, » dit-elle doucement. « Elle jouait la comédie, » balaya-t-il. « C'est une tactique pour obtenir des pourboires de sympathie. Je nous ai fait économiser 50 balles et beaucoup de mauvaises attitudes. Tu devrais me remercier. Je pense que je veux rentrer chez moi, » déclara Chloé en posant sa serviette. Marc s'arrêta de mâcher, son charme de façade s'écroulant pour laisser place à un regard de glace. « Assieds-toi, Chloé. Nous n'avons pas eu le dessert. J'ai commandé le soufflé à la feuille d'or qui met 40 minutes à préparer. Nous ne partons pas. »
Je n'ai pas faim, insista-t-elle d'une voix tremblante. Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim, j'ai dit que nous restions. Sa voix était basse et menaçante. Ne m'affiche pas. Je signe le contrat Héroux demain. C'est une célébration. Tu vas sourire, tu vas boire ton vin, et tu vas avoir l'air de passer le meilleur moment de ta vie. Est-ce que c'est clair? Chloé se recroquevilla, terrifiée comme tout le monde l'était par lui. Marc retourna à son repas, tapotant un message à ses avocats pour exiger une nouvelle clause demandant que Guillaume Héroux démissionne de son poste de président immédiatement, sans période de transition. Voulant le voir hors du bâtiment à midi, le lendemain. Il ricana en pensant au vieil homme qui avait bâti un empire à partir de rien, le traitant de dinosaure pathétique qui se souciait trop des gens et des retraites de ses employés. L'efficacité, voilà l'avenir, murmurait-il. Près des cuisines, Claude faisait les 100 pas, son mouchoir trempé de sueur. Il venait de voir Liliane dans le couloir arrière. Elle n'était pas partie. Elle attendait près de la sortie des employés, avec un sourire étrangement calme. Il avait essayé de lui dire de rentrer chez elle pour éviter les ennuis. Mais elle avait simplement levé la main en disant que le spectacle ne faisait que commencer. La pluie frappait violemment les vitres maintenant, une averse torrentielle correspondant à la tempête qui couvait à l'intérieur du restaurant. Marc finit son bœuf et fit claquer ses doigts sans lever les yeux pour qu'on débarrasse. « Où est le dessert ?» demanda-t-il au jeune commis terrifié. « Ça arrive, monsieur, » balbutia le garçon. « Et apportez l'addition. Je veux voir si cette fille s'est trompée avant de partir. » Alors que le garçon s'éloignait, les lourdes portes en chêne à l'entrée s'ouvrirent sur une bourrasque de vent froid et de pluie, faisant vaciller les flammes des bougies. Habituellement, l'hôte se précipitait pour fermer la porte. Mais cette fois, il resta pétrifié. 2 hommes en costume sombre entrèrent d'abord. Des gardes du corps imposants, scrutant la salle avec un détachement professionnel. Derrière eux marchait un homme qui semblait commander l'air même autour de lui. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et à la posture droite comme une poutre d'acier. Il portait un long trench coat humide et une canne à pommeau d'argent qu'il ne semblait pas utiliser pour marcher. C'était Guillaume Héroux, le propriétaire de Héroux Aviation, l'homme que Marc prévoyait de détruire le lendemain. Marc écarquilla les yeux, un sourire de pur délice prédateur s'affichant sur son visage. « Tiens donc », murmura-t-il à Chloé. Il n'a même pas pu attendre demain matin. Il est si désespéré qu'il est venu me supplier ici même. Marc se leva, boutonnant sa veste, se sentant comme un roi recevant la reddition de son ennemi. « Reste là, Chloé. Regarde comment travaille un maître. » Le restaurant était devenu silencieux. Car si les clients étaient habitués aux célébrités, Guillaume Héroux portait un poids différent. Celui d'une légende connue pour son intégrité et pour bâtir des empires sur une simple poignée de main. Marc traversa la salle en bombant le torse pour intercepter Guillaume. « Guillaume » lança-t-il bruyamment en tendant la main. « Je ne t'attendais pas avant demain à la table des signatures. Qu'est-ce qui t'amène par ce temps? Es-tu venu me remettre les clés de l'entreprise personnellement ?» Guillaume Héroux s'arrêta, regarda la main tendue puis le visage de Marc, mais ne sourit pas et ne serra pas la main. Ses yeux étaient sombres comme les profondeurs de l'océan et totalement illisibles. « Sinclair » dit-il d'une voix de gravier et d'acier qui porta sans effort dans la salle muette. Marc retira sa main avec maladresse, couvrant le rejet par un rire forcé, disant qu'il admirait la ténacité, mais que si c'était pour négocier la baisse de prix, c'était peine perdue. Guillaume retira lentement son manteau, révélant un costume gris anthracite parfaitement taillé. « Je ne suis pas ici pour les affaires, Marc. Je suis ici pour dîner. » Marc cligna des yeux, surpris. « Dîner? Ici? Eh bien, j'imagine que vous avez bon goût, mais la meilleure table, la mienne, est occupée. Peut-être qu'on peut vous installer une chaise pliante dans un coin. » Plaisanta-t-il seul. « Je dîne en famille. » Continua Guillaume en ignorant l'insulte, cherchant du regard parmi le personnel terrifié. « On m'a dit que ma fille était ici. » Marc fronça les sourcils, affirmant qu'il ne savait pas qu'il avait une fille, le traitant de vieux célibataire marié à ses avions. « Je l'ai tenue à l'écart des projecteurs pour cette raison précise, » expliqua Guillaume. « Pour qu'elle puisse voir les gens tels qu'ils sont vraiment, sans que mon nom ne la protège. » Marc roula des yeux, disant qu'il n'avait vu aucune héritière gâtée, à moins que ce ne soit celle qui pleurait aux toilettes à cause d'un crouton. La mâchoire de Guillaume se crispa.
Elle n'est pas gâtée, Marc. Elle travaille plus dur que tu ne l'as jamais fait de toute ta vie. En fait, elle travaille ici même. La couleur quitta légèrement le visage de Marc, alors qu'il regardait autour de lui, confus. Une serveuse? Toi, le milliardaire Guillaume Héroux, tu laisses ta fille servir des assiettes? Je la laisse apprendre la valeur de l'argent et l'humilité, ce qui te manque cruellement, répondit Guillaume. Elle m'a dit qu'elle servait une table difficile ce soir. Et elle m'a appelé il y a 10 minutes pour me dire qu'elle venait d'être licenciée. Un froid glacial envahit l'estomac de Marc alors qu'il repensait au verre renversé et à la serveuse qui l'avait fait ramper. « Liliane » murmura-t-il, le nom ayant un goût de cendre. « Son nom est Liliane Héroux » trancha Guillaume. À ce moment, les portes battantes du service s'ouvrirent. Mais ce n'était plus la serveuse en uniforme. C'était Liliane, vêtue d'une somptueuse robe de soirée vert émeraude qui soulignait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux étaient désormais lâchés, retombant en vagues sur ses épaules. Et elle portait des boucles d'oreilles en diamant, dont la valeur dépassait probablement tout l'inventaire du restaurant. Elle ne ressemblait plus à une servante, mais à une reine. Elle traversa la salle d'un pas assuré, ses talons claquant avec rythme sur le parquet. Elle regardait Marc droit dans les yeux, avec une autorité absolue. Marc recula, manquant de trébucher. « Toi » bafouilla-t-il. Liliane s'arrêta devant lui, presque à sa hauteur grâce à ses talons, et la ressemblance avec son père devint indéniable. « Bonsoir, Marc, » dit-elle de sa voix calme, mais dépourvue de toute déférence. « Je crois que vous aviez demandé l'addition. »« C'est une blague, » s'écria Marc en regardant Guillaume. « Vous m'avez piégé, c'est un coup monté. »« Vous piégez ?» Liliane haussa un sourcil. « Tout ce que j'ai fait, c'est verser votre eau et servir votre bœuf. Vous avez fait le reste tout seul. Vous m'avez montré exactement qui vous êtes, quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Je ne savais pas. » plaida Marc vers Guillaume. « Si j'avais su qu'elle était votre fille, je l'aurais traitée avec le plus grand respect et j'aurais laissé le plus gros pourboire de sa vie. Et c'est exactement là le problème, » gronda Guillaume en s'avançant vers lui. « Tu ne traites bien les gens que lorsque tu penses qu'ils ont du pouvoir. Tu traites ceux que tu juges insignifiants comme de la boue. Tu as traité ma fille de moins que rien. Tu lui as jeté de l'argent au visage, comme à une mendiante, et tu l'as forcée à s'agenouiller. J'étais stressé, cria Marc, la sueur perlant sur son front. Le contrat, la fusion, la pression. Il n'y a pas de fusion, dit Liliane calmement. La salle devint d'un silence de mort. Quoi? Murmura Marc. Le contrat dépendait de l'approbation du conseil d'administration, expliqua-t-elle. Et comme mon père détient 51% des voix et que j'en détiens 10% via un fonds fiduciaire, eh bien, je vote contre. Héroux Aviation ne sera jamais vendu à un homme qui ignore la valeur de ceux qui le servent. Marc sentit ses jambes fléchir. Vous ne pouvez pas faire ça, les contrats sont prêts, le marché attend. Mon action va s'effondrer si ce rachat échoue. Alors je vous suggère de commencer à vendre, dit froidement Liliane. Car demain matin, la ville entière saura pourquoi l'accord a capoté. Ils sauront que Marc Sinclair n'est pas un génie des affaires, mais un petit homme triste qui tyrannise les serveuses. Marc regarda autour de lui et vit les clients filmer avec leur téléphone, le personnel sourire et Chloé le regarder avec dégoût. Il avait perdu, mais il ne savait pas perdre avec élégance. « Vous pensez pouvoir me ruiner ?» rugit-il. « Je suis Marc Sinclair. Je peux vous acheter et vous vendre tous les deux. Je vais vous poursuivre pour rupture de contrat verbal. Je vais détruire votre réputation. » « Monsieur » interrompit une voix calme. Marc se retourna et vit Claude accompagné de 2 policiers qui venaient d'entrer. « Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez appelé la police pour moi? » « En fait, » dit Claude en ajustant sa cravate avec une assurance nouvelle. « Nous les avons appelés pour le tapage, mais aussi parce que votre carte a été déclinée. »« Déclinée ?» hurla Marc. « C'est impossible, c'est une carte noire sans limite. »« Elle a été refusée, » répéta Claude. « Et comme l'addition dépasse les 5 000 €, partir sans payer est un délit criminel de vol de service. » Liliane s'approcha de l'oreille de Marc pour lui murmurer que son père siégeait au conseil de sa banque et qu'ils avaient gelé ses avoirs suite à des irrégularités. « On dirait que c'est vous le moins que rien maintenant, Marc. » Le cliquetis métallique des menottes brisa le silence du palais de l'élite. L'officier Miller, un vétéran qui n'avait aucune patience pour les caprices des privilégiés, fit pivoter Marc Sinclair et le plaqua contre la table même où il venait de dîner.
Le contraste était saisissant entre la nappe blanche, les restes du wagyu et le visage de Marc écrasé contre le lin fin. « Vous faites une erreur !» hurlait Marc, sa voix déraillant. « Je contrôle cette ville. Si vous m'arrêtez, vous dirigerez la circulation au milieu de nulle part demain. Vous avez le droit de garder le silence, » récita Miller en serrant les menottes. « Je vous suggère de l'utiliser. Vous êtes accusé de vol de service et de trouble à l'ordre public. » Marc se débattit, tournant la tête vers Chloé qui se tenait près de la banquette, livide. « Chloé, » aboua-t-il, « appelle mon avocat, dis-lui d'apporter de l'argent, sors-moi de là. » Chloé le regarda et pour la première fois de la soirée, ses yeux ne reflétaient plus la soumission, mais une clarté totale. Elle regarda Liliane, splendide dans sa robe d'émeraude. Puis Marc, rouge de colère et pathétique. « Non, dit-elle simplement. »« Quoi ?» Marc resta interdit. « J'ai dit non !» répéta Chloé plus fort. Elle sortit de son sac un petit écrin de velours, le bracelet en diamant que Marc lui avait offert plus tôt pour acheter son silence. Elle le jeta sur la table près de la flaque de vin. « Je n'appelle personne, Marc, et je ne suis plus ta compagne. Tu es un monstre. Je pensais que ton ambition était séduisante, mais c'est juste une maladie. » Elle se tourna vers Liliane, s'excusant de ne pas avoir pris sa défense plus tôt par peur. Liliane posa une main sur son bras, lui disant que les tyrans comptaient sur la peur, et que dès qu'on cessait d'avoir peur, ils perdaient tout pouvoir. Elle lui proposa de la ramener, mais Chloé préféra prendre un taxi pour respirer l'air frais. Alors que Chloé partait, Marc poussa un rugissement de frustration avant d'être poussé vers la sortie par l'officier Miller. Claude avait visiblement été efficace car, à l'ouverture des portes, une nuée de flashs aveugla Marc. Les paparazzi étaient là par dizaines, l'interrogeant sur l'agression de la serveuse et l'échec du rachat de Hérouz Aviation. Les caméras immortalisèrent chaque seconde de la chute du milliardaire, sa cravate de travers et ses cheveux ébouriffés, alors qu'il était engouffré dans une voiture de police comme un criminel ordinaire. Liliane et Guillaume regardèrent la scène depuis la fenêtre. « Tu as prévenu la presse ?» demanda Guillaume avec amusement. « J'ai peut-être envoyé un petit message, » admit Liliane en buvant une gorgée de vin. « S'il veut traiter les gens comme s'ils étaient inférieurs. Voyons comment il aime être tout en bas. » Le lendemain, le contre-coup fut nucléaire. Marc fut libéré sous caution au petit matin, mais le mal était fait. Son visage barrait la une de tous les journaux avec des titres brutaux sur le milliardaire tyran et le pique-assiette de luxe. Lorsqu'il arriva à ses bureaux de Sinclair Capital, c'était le chaos total. Les téléphones sonnaient sans fin et les écrans boursiers étaient une mer de rouge sang. Monsieur Sinclair, sa secrétaire Jessica accourut, terrifiée. « C'est un bain de sang, nos investisseurs retirent de leurs fonds. »« Calmez-vous, Jessica. » claqua Marc en tentant de redresser sa veste froissée. « Ce n'est qu'un peu de mauvaise presse. Ça passera. Apportez-moi le dossier Hérouz. On force la fusion et l'action remontera. » Jessica s'arrêta, serrant un dossier contre elle. « Monsieur, vous ne comprenez pas, l'accord Hérouz est mort. » Guillaume Hérouz a publié un communiqué à 8 heures, déclarant qu'il ne ferait jamais affaire avec une firme manquant de fibre morale. D'autres PDG suivent le mouvement. Nos contrats sont suspendus. Nous avons perdu 40% de notre liquidité en 3 heures. Marc s'effondra dans son fauteuil de cuir, regardant la ville qu'il pensait posséder lui échapper entre les doigts. Des milliards évaporés parce qu'il avait refusé de laisser un pourboire à une serveuse. La rage bouillait dans ses tripes. Ce n'était pas juste. Il était Marc Sinclair, un génie. Il ne laisserait pas une servante et son père de dinosaure le détruire. « Appelez Valentin », murmura-t-il. Jessica hésita, mentionnant que le conseil d'administration voulait voter son éviction. « J'ai dit appeler Valentin !» hurla-t-il en jetant un presse-papier contre le mur. 10 minutes plus tard, Valentine répondit. Ce n'était pas un avocat d'affaires, mais un nettoyeur. Un homme de l'ombre gérant les problèmes que les équipes juridiques ne pouvaient toucher. « J'ai vu les nouvelles marques, » dit Valentin d'une voix rauque. « Sale nuit. »« Tais-toi et écoute, » siffla Marc. « J'ai besoin de dossiers sales sur Liliane Hérouz. Elle joue les serveuses innocentes. Mais personne n'est si propre. Creuse son passé, trouve un scandale, de la drogue, des hommes, des jeux d'argent. Si tu ne trouves rien, fabrique-le. C'est risqué, Marc. Les Hérouz sont puissants. Je ne te paie pas pour me dire que c'est risqué. Je te paie pour gagner. Je veux qu'elle soit détruite. Que son nom soit traîné dans la boue si profondément que son père me suppliera de reprendre sa boîte juste pour sauver la face. Je veux que Liliane Hérouz regrette d'avoir jamais croisé mon chemin. 3 jours passèrent.
3 jours durant lesquels Marc resta caché dans son penthouse, regardant sa fortune fondre sur son terminal Bloomberg. Il était comme un animal blessé, et les animaux blessés sont les plus dangereux. La pluie était de retour sur Paris, rendant la ville grise et lugubre. Marc était assis dans son salon sombre, entouré de bouteilles de whisky à moitié vides, quand son téléphone vibra. C'était Valentin. « J'ai trouvé quelque chose. Ou plutôt, j'ai trouvé un moyen de créer quelque chose. » Marc se redressa instantanément. « Parle. » Liliane Héroux a passé 1 an en Europe après ses études, soi-disant pour l'histoire de l'art. Mais il y a un trou de 3 mois dans ses dossiers à Zurich. J'ai un contact dans une banque suisse qui est flexible avec la vérité. Nous pouvons forger une piste de documents sur du délit d'initié. Nous créons des comptes offshore à son nom, nous antidatons des dépôts pour correspondre au mouvement de marché de son père. Si ça sort, c'est la prison fédérale pour elle et son père. Un sourire cruel s'étira sur le visage de Marc. C'était parfait. Cela frappait Guillaume là où ça faisait le plus mal, son intégrité et sa fille. « Fais-le !» ordonna Marc. « Je veux les documents ce soir. »« Ça te coûtera le double », prévint Valentin. « Peu importe, fais-le. » Ce soir-là, Marc se rasa, se doucha et enfila son meilleur costume, 3 pièces gris anthracite, retrouvant son masque de prédateur. Il appela la ligne personnelle de Guillaume Héroux. « Que veux-tu, Sinclair ?» La voix de Guillaume était lasse. « Je veux une réunion, ce soir au hangar Héroux Aviation, à l'aéroport du Bourget. Juste toi, moi et ta fille. Je n'ai rien à te dire. Je pense que tu voudras entendre ça, Guillaume, à moins que tu ne veuilles que les autorités reçoivent un dossier demain matin sur les activités de Liliane à Zurich. » Un long silence suivit au bout du fil. « 9 heures, dit froidement Guillaume. Si c'est un jeu, tu le regretteras. »« Oh, ce n'est pas un jeu, Guillaume. C'est échec et mat. » Marc arrive au immense hangar à 8h55. La pluie tambourinait sur le toit métallique. À l'intérieur, un Falcon 8X solitaire était garé, ses moteurs silencieux. Sous l'aile du jet, une petite table et des chaises avaient été installées. Un écho sinistre de la scène du restaurant. Guillaume et Liliane étaient déjà là. Guillaume appuyé sur sa canne et Liliane assise, les mains jointes, l'air pâle. Marc entra, ses pas résonnant dans l'espace caverneux, portant une mallette en cuir. « Pile à l'heure, » ricana-t-il. « J'aime la ponctualité. »« Abrège, Marc, » dit Liliane d'une voix légèrement tremblante. « De quel compte à Zurich parles-tu » Marc jeta la mallette sur la table. « Ouvre-la, » ordonna-t-il. Liliane hésita puis cliqua sur les loquets, sortant une pile de documents, relevés bancaires, transferts et emails compromettants. « Ce sont des mensonges, » balbutia-t-elle. « Je n'ai jamais ouvert de compte au Crédit Suisse. »« Les dates correspondent, » dit Marc en tournant autour d'eux. « Les adresses IP remontent à ton appartement à Paris. C'est un chef-d'œuvre de corruption. » La fille du magnate vendant les plans de vol et les projections de carburant aux plus offrants. « C'est une fabrication !» cria Guillaume. « Tu as tout forgé. Peux-tu le prouver ?» Marc s'approcha du visage de Guillaume. « Parce que pour la brigade financière, ça ressemble à une preuve irréfutable. Et tu sais comment sont les flics, Guillaume ? Ils tirent d'abord et posent les questions après. Le temps que tu prouves son innocence, Héroux Aviation sera en faillite et ta précieuse petite fille sera en cellule. » Guillaume serra sa canne, les articulations blanchies. « Tu es un homme malade. »« Je suis un homme d'affaires, » hurla Marc, sa voix ricochant sur le fuselage en aluminium de l'avion. « Et tu as essayé de me ruiner. Maintenant je reprends tout. » Il sortit de sa veste le contrat de fusion. « Voici le marché, » siffla-t-il. « Tu me cèdes l'entreprise ce soir. Contrôle total à Sinclair Capital. Tu démissionnes, tu prends ta retraite. En échange, je brûle la mallette. Liliane reste libre. L'histoire de Zurich disparaît. » Liliane leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Tu ferais ça ? Tu détruirais une innocente pour obtenir ce que tu veux. Tu n'es pas innocente, Liliane. Tu m'as humiliée et c'est un crime dans mon monde. Signe Guillaume ou regarde ta fille tomber. » Guillaume regarda le contrat puis sa fille, l'air vaincu, les épaules affaissées. Le grand lion de l'industrie semblait vieux et fragile. « Je ne peux pas la laisser aller en prison, » murmura-t-il. « Non, papa ne fait pas ça, » cria Liliane. « C'est le travail de ta vie. »« Ce n'est que du métal et de l'argent, Liliane. Tu es ma vie, » répondit-il doucement. Il sortit un stylo plume en or de sa poche. Marc regardait, le cœur battant, une vague d'euphorie l'envahissant. Il avait gagné. Il allait sortir d'ici avec une compagnie aérienne et redevenir le roi de Paris dès demain. Guillaume enleva le capuchon du stylo, sur le point de signer. « Choix judicieux, vieil homme, » jubila Marc.
Mais Guillaume s'arrêta. Il ne signa pas. Au lieu de cela, il commença à rire, un rire d'abord étouffé puis sonore et franc. Liliane cessa instantanément de pleurer, essuyant ses yeux alors que la peur disparaissait de son visage pour laisser place à un ennui total. « Quoi » Marc recula confus. « Qu'est-ce qui est drôle ?»« Signe ce maudit papier. »« Oh Marc » soupira Liliane en se levant. Elle ramassa les documents de Zurich et les lança en l'air comme des confettis. « Tu aurais vraiment dû faire tes devoirs. »« De quoi parles-tu » demanda Marc. « Tu as engagé Valentin, n'est-ce pas » demanda Guillaume en rangeant son stylo. « Un type fuyant et coûteux. Comment connaissez-vous Valentin » Marc sentit le sang quitter son visage. « Marc » dit Liliane avec un sourire tranchant. « Mon père possède l'immeuble où se trouve le bureau de Valentin. Nous le connaissons depuis 20 ans. Il travaille pour notre équipe de sécurité d'entreprise depuis 2015. » La bouche de Marc s'ouvrit de stupeur. « Non, c'est impossible. »« Valentin nous a appelés dès que tu as quitté son bureau, » expliqua Liliane. « Il nous a demandé ce qu'il devait faire. Et nous lui avons dit de te donner ce que tu voulais, de fabriquer les faux documents pour que tu te pendes toi-même. » Guillaume frappa sa canne sur le sol. « Tu vois, Marc, jusqu'à il y a 10 minutes, tu n'étais qu'un imbécile qui n'avait pas payé une note, un délit mineur. Mais maintenant, il désigna les coins sombres du hangar. Tu as commis un chantage, une extorsion et une conspiration de fraude. Et le meilleur pour la fin. » Liliane pointa le cockpit de l'avion au-dessus d'eux. « Tu es filmé. » Un projecteur s'alluma soudainement, illuminant la table d'une lumière blanche aveuglante. « Nous avons tout enregistré, l'audio et la vidéo, tes aveux de falsification et tes menaces. » Marc trébucha, laissant tomber le contrat, cherchant les sorties du regard. « Ne te fatigue pas à courir, » dit Guillaume. « Les portes sont verrouillées et cette fois, nous n'avons pas amené l'officier Miller. » De l'ombre derrière le train d'atterrissage. Des figures émergèrent, portant des vestes avec 3 lettres jaunes dans le dos. G-I-J-N. Marc Sinclair tomba à genoux sur le béton humide qui imbiba son pantalon de luxe. Il regarda Liliane, la serveuse de rien du tout, et comprit qu'elle ne l'avait pas seulement battu, elle l'avait anéanti. Le bruit de la pluie fut couvert par les cris des agents ordonnant de mettre les mains derrière le dos. Marc Sinclair, l'homme qui était entré au palais de l'élite comme un dieu 3 jours plus tôt, était maintenant face contre terre sur le béton froid et huileux. Son costume gris anthracite était traîné dans la saleté alors que les agents le relevaient. Il avait l'air frénétique, cherchant une issue inexistante. « Guillaume, on peut s'arranger » hurlait Marc. « Je te donnerai tout. J'ai des comptes secrets. Je te donnerai des noms. » Guillaume Héroux s'appuyait sur sa canne, observant le spectacle avec une expression sombre. « Tu ne comprends toujours pas, Marc, » dit-il d'une voix ferme. « Tu penses que tout est une transaction, que tu peux acheter ton chemin hors de la moralité. On ne peut pas corrompre la vérité. » Alors que les agents l'entraînaient vers les véhicules noirs, Liliane s'avança et demanda à attendre. Elle s'approcha de Marc qui semblait brisé, toute son arrogance envolée. « Vous m'avez demandé quelque chose au restaurant ?» dit-elle doucement. « Vous avez jeté une pièce d'1 centime dans mon verre d'eau en me disant que c'était tout ce que je valais. Vous vous en souvenez ?» Marc la fixait, respirant lourdement, incapable de parler. Liliane sortit de sa poche une petite pièce de cuivre. C'était la même pièce. Elle l'avait récupérée dans le verre ce soir-là comme rappel de l'insulte. Je l'ai gardée pour me souvenir que des gens comme vous existent. Des gens qui pensent que la valeur est déterminée par un solde bancaire. Elle glissa la pièce dans la poche de poitrine de la veste ruinée de Marc. « Gardez la monnaie, Marc. Là où vous allez, vous en aurez besoin. » Marc laissa échapper un sanglot, alors que les agents le poussaient dans le véhicule, dont les portes se refermèrent lourdement. Alors que le convoi s'éloignait dans la nuit pluvieuse, Guillaume passa un bras autour de sa fille, lui demandant si elle allait bien. Liliane regarda les feux arrière disparaître dans l'obscurité, respirant l'air purifié par la pluie. « Je vais bien, papa. Maintenant, je vais bien. » 6 mois plus tard, la chute de Marc Sinclair fut l'effondrement financier le plus spectaculaire de la décennie. L'enregistrement du hangar fut admis au tribunal, et avec les preuves fournies par Valentin sur ses anciens montages frauduleux, le jury n'hésita pas. Marc fut condamné à 15 ans de prison ferme pour extorsion, fraude et racket. Ses actifs furent saisis pour rembourser les investisseurs lésés. Sinclair Capital fut dissoute et ses meubles vendus aux enchères. Mais la vie à Héroux Aviation continua. Un mardi matin ensoleillé, la salle du conseil d'administration au 40e étage bouillonnait d'activité.
La fusion avec un partenaire éthique et respectueux avait finalement eu lieu selon les termes de Guillaume. Liliane siégeait en bout de table, ayant officiellement pris le rôle de vice-présidente des opérations. Elle portait un costume d'affaires élégant, commandant la salle avec la même autorité tranquille qu'elle utilisait autrefois pour gérer un service de dîner chargé. « Très bien tout le monde », dit-elle en fermant un dossier. « Les chiffres sont excellents, mais avant de lever la séance, je veux aborder la nouvelle politique concernant le personnel de soutien. » Les cadres la regardèrent avec curiosité. « Avec effet immédiat », annonça Liliane. « Tout le personnel de nettoyage, de cafétéria et de sécurité recevra une augmentation de salaire de 20% et une couverture santé complète. » Elle marqua une pause en balayant la salle du regard. « Et chaque cadre à cette table, moi y compris, passera une journée par mois à travailler dans un rôle de service au sein de l'entreprise, que ce soit à la manutention des bagages, au comptoir d'enregistrement ou au service de la cafétéria. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée, mais personne n'osa objecter. Connaissant trop bien l'histoire de Marc Sinclair, nous n'oublierons jamais qui fait réellement fonctionner cette compagnie. Conclut-elle fermement. Ce ne sont pas les gens dans cette pièce, mais les gens sur le terrain. Plus tard cet après-midi-là, Liliane descendit à la cafétéria de l'entreprise pour déjeuner, faisant la queue avec son plateau comme tout le monde. Arrivée à la caisse, la jeune femme nommée Sarah sembla nerveuse. « Mademoiselle Héroux, balbutia-t-elle, je peux vous offrir ce repas. » Liliane sourit, un sourire chaleureux et sincère. « Absolument pas, Sarah, dit-elle en tendant sa carte et en déposant un billet de 20 € dans la boîte pour les pourboires. Garde la monnaie, tu fais un excellent travail. Bien loin de là, dans un centre pénitentiaire gris de l'Est de la France, le détenu numéro 8, 1940, était de corvée de nettoyage. Marc Sinclair, autrefois milliardaire, frottait maintenant le sol de la cantine. Un gardien passa, ses lourdes bottes laissant une trace de boue sur l'endroit que Marc venait de nettoyer. « Hé, faites attention !» lança Marc par instinct. « Je viens de nettoyer ça. » Le gardien s'arrêta, se retourna lentement et regarda Marc de haut. « Excusez-moi, détenu, vous avez dit quelque chose ?» Marc se figea, regardant la trace de boue puis la matraque du gardien. Il se souvint de la sensation de la pièce de monnaie dans sa poche. Il baissa la tête, serrant le manche de sa serpillière. « Non, monsieur, » murmura-t-il en fixant le sol. « Je ne suis rien, juste un moins que rien. » Il replongea sa serpillière dans le seau et continua de frotter. Et c'est ainsi qu'un acte de cruauté coûta à un milliardaire son empire tout entier. Marc Sinclair pensait que son argent le rendait intouchable, mais il apprit à ses dépens que le vrai pouvoir n'est pas ce que l'on possède, mais la manière dont on traite les autres quand on pense n'avoir rien à gagner. Il avait traité Liliane de moins que rien pour découvrir qu'elle était la seule personne capable de tout lui enlever. C'est un rappel puissant que chaque personne que vous rencontrez, du grand patron à l'agent d'entretien, mérite le même niveau de respect. On ne sait jamais à qui l'on s'adresse, et on ne sait jamais quand la roue tournera, car le destin a une manière bien à lui d'équilibrer les comptes, souvent au moment où on s'y attend le moins.